Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre suivant, toujours dans le cadre du module de la phonistique. Et ce chapitre donc, va concerner deux embranchements, l'embranchement des spongiaires et l'embranchement des cnidaires. On les appelle également les éponges ou les porifères, étant donné qu'ils présentent des pores. Le plan abordé, donc je vais vous donner quelques photos, l'habitat de vie de ce groupe et détailler un peu la systématique. Quel est l'habitat où les spongiaires vivent? Comment la reproduction asexuée se réalise-t-elle? Qu'est-ce que c'est que le bourgeonnement et la fragmentation? Comment la reproduction sexuée se déroule? La classification des spongiaires est en fonction de quels critères? Quelles sont les classes faisant partie des spongiaires? Donc on va essayer de répondre à l'ensemble de ces questions. Tout d'abord, quelques photos. Vous voyez la forme des éponges. Ils ont une forme un peu, dans ce cas-là, arrondie, avec plusieurs pores. Et ça rappelle un peu les éponges artificielles. Et ces éponges, généralement, donc, on les observe à la bordure, à la plage, à la bordure de la mer. Ici, une photo en milieu naturel. Vous voyez, ils ont différentes couleurs, du bleu, du jaune, etc. Avec un pore exhalant, le grand pore, et des petits pores inhalants latéralement. Également ici, une éponge, là, avec différentes couleurs. Également ici, de couleurs très diversifiées, en blanc également, etc. Donc si on prend, si vous voulez, si on prend une petite partie, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer la structure suivante, avec des pores inhalants, l'oscule ou le pore exhalant. Vous voyez les choanocytes, les spécules, les porocytes, les amybocytes, les pinacocytes, les pores inhalants. À ce niveau-là, il y en a des milliers, et le pinacocyte. Donc cette structure vous est familiarisée depuis l'année dernière. Et la caractéristique essentielle, je vous la rappelle, c'est la présence des choanocytes qui tapissent l'endoderme de l'animal, avec des flagelles à ce niveau-là. Et donc, la caractéristique essentielle, c'est la présence de cette cellule flagellée appelée choanocyte et qui se trouve sur la face endodermique du spongiaire. Ici, très clairement, la choanocyte, avec ses constituants, donc les particules alimentaires qui sont, si vous les capturez par le flagellum, le collier, les vacuoles digestifs, le corps cellulaire. Et vous voyez donc les particules sont généralement collectées ou capturées par le flagelle pour assurer la digestion intracellulaire à travers les vacuoles digestifs. L'habitat, c'est un habitat uniquement marin et ce sont donc des animaux fixes.
La systématique, c'est la partie qui nous intéresse. La classification dans ce cas-là des spongiaires, elle dépend de quoi? Elle dépend de la nature du squelette. C'est-à-dire, ce squelette, comment est-il? Est-ce qu'il est calcaire? Est-ce qu'il est siliceux? Ou autre? Parfois, il s'agit du calcaire, de ce squelette sous forme de calcaire, de nature calcaire ou de nature silice. Donc on va distinguer trois grandes classes au sein de l'embranchement des spongiaires. Tout d'abord les calcisponges, les démosponges et les hexactinelles. Quelle est la différence entre ces trois groupes? Voyez ici la classe des calcisponges à gauche, les hexactinelles, les démosponges et les sclérosponges. Les calcisponges, voyez la photo, et ils sont donc caractérisés par des spicules calcaires. Donc les spicules sont de nature calcaire. Et lorsqu'on met de l'HCl, de l'acide chlorhydrique, il y a effervescence, ce qui montre que le squelette est constitué de carbonate de calcium. Les démosponges sont constitués de fibres de spongine. Vous voyez ici la photo. Et lorsqu'on verse de l'acide chlorhydrique, il n'y a pas effervescence. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont constitués de silice. Ces cristaux, dans le cas des hexactinelles, les cristaux de silicone présentent des cristaux de silicone à 6 rayons. Donc, vous voyez très clairement les spicules siliceuses à 6 rayons, et c'est le groupe des hexactinelles. La photo ici très clairement. Donc en conclusion, pour le cas des spongiaires, on peut dire qu'il s'agit de trois classes: calcisponges, démosponges, hexactinelles, avec ici des photos très claires. Les hexactinelles, les démosponges et les calcisponges ou calcaria. Sous forme de tableau, je peux résumer très brièvement les caractéristiques essentielles de ce groupe. La caractéristique numéro 1 des spongiaires, c'est la présence des choanocytes. L'habitat, il est uniquement marin. L'appareil locomoteur, bien sûr, il est absent. Ce sont des animaux fixes. La reproduction asexuée se fait par bourgeonnement et fragmentation. Donc, deux types de reproduction asexuée. Le bourgeonnement, donc au niveau d'un individu, si vous voulez, il y a un petit bourgeon qui se ramifie et qui va donner un nouveau individu. Ou bien un petit fragment de l'éponge va tomber sur le fond marin et il va générer un individu complet. Et une colonie, bien sûr. Donc la reproduction asexuée se fait par fragmentation ou fission. Les éponges sont, si vous voulez, fragmentées en petites pièces, et les pièces vont générer de nouveaux clones. Alors que le bourgeonnement, budding, au niveau de l'éponge mère, il va y avoir un petit bourgeon qui va générer une nouvelle éponge.
Ici, le bourgeonnement très clair. Vous voyez sur le numéro 1, début du bourgeonnement avec la croissance. Ensuite, le bourgeon va continuer sa croissance en un individu et cet individu peut être fragmenté par la suite et générer une nouvelle colonie sur le fond marin. La reproduction sexuée se fait de la manière suivante, de manière très simplifiée. En fait, c'est assez complexe, mais on essaie de la simplifier de la manière suivante. Les choanocytes, qui sont les cellules qui tapissent l'endoderme du spongiaire, vont se transformer soit en spermatozoïdes ou en ovules. Les spermatozoïdes migrent vers une autre éponge et fécondent les ovules qui restent en place. Donc, si vous voulez, les choanocytes vont donner deux différents types de cellules. Les spermatozoïdes qui vont migrer à travers l'oscule vers l'éponge fécondée, qu'ils vont féconder, ou bien les ovules qu'ils vont féconder, et les choanocytes qui donnent les ovules vont rester à leur place et vont recevoir les spermatozoïdes pour la fécondation. Et par la suite, donc, la génération ou élaboration d'une larve qui va évoluer vers un individu, si on puisse dire. Donc, à ce niveau-là, on observe le cycle biologique. Donc, vous voyez un adulte éponge qui va libérer des cellules reproductrices, spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes vont entrer à l'intérieur d'une autre éponge et ils vont fertiliser ou féconder les ovules qui restent à leur place et donner des œufs. Ces œufs vont évoluer à travers le développement embryonnaire et donner une nouvelle éponge. Et à travers les courants d'eau, ces larves sont emmenées beaucoup plus loin par les courants marins et donner, cette larve va se fixer sur un support au niveau, bien sûr, au niveau du benthos, au niveau du substrat et se développer en un individu adulte. Et ainsi de suite, on ferme la boucle du cycle biologique à travers donc cette reproduction sexuée. La classification, on a dit tout à l'heure, donc elle est fonction de la nature du squelette. Est-ce qu'il est calcaire ou est-ce qu'il est siliceux ou est-ce qu'il y a des épines? Et donc on a trois classes de manière très simplifiée, les calcipsponges, les démosponges et les hexactinelles. Maintenant, on a terminé avec les spongiaires et on va aborder le groupe ou l'embranchement des cnidaires. الشعاب المرجانية باللغة العربية. Qu'est-ce qu'un cnidaire? Un cnidaire est un invertébré. Il a des cellules urticantes, donc qui piquent. Et comme exemple, les méduses, les coraux et les anémones. Vous voyez ici les méduses, les coraux et les anémones.
Le même plan photo-habitat systématique. L'habitat, dans quel habitat vivent ce groupe des cnidaires? Comment la reproduction asexuée se déroule? Qu'est-ce que c'est que le bourgeonnement et la fragmentation? C'est une sorte de répétition, comme le cas des spongiaires. La reproduction sexuée, comment se fait-elle? La classification, elle dépend de quoi et de quels critères? Et quelles sont les classes à l'intérieur de ce groupe des cnidaires? Vous voyez des photos ici, des cnidaires en différentes couleurs, rose, verte, une anémone fixée sur un rocher. Également un anémone de couleur rouge, méduse. Ici, il y en a de grande taille, il y en a différentes formes, différentes tailles. Donc, ce sont des animaux qui piquent, d'après le terme cnidaire. Et cette piqûre, donc, elle est due en fait à la présence de certaines cellules très particulières qu'on appelle les cnidocytes. Donc, vous voyez ici un cnidocyte en état passif, au repos, et la piqûre, elle est généralement provoquée ou elle est provoquée par cette cellule, donc si vous voulez, qui s'excite et il pique la peau pour faire introduire un venin qui est la cause donc des inflammations qu'on observe généralement au niveau de la peau des personnes qui subissent ces piqûres par les méduses. Toujours des photos de ces cnidaires. Ces cnidaires, ils forment ce qu'on appelle les récifs coralliens. Vous voyez, si vous voulez, ces récifs coralliens sont le reste des animaux vivants cnidaires. Et ils laissent ces récifs coralliens ce groupe-là des cnidaires est très important de point de vue écologique, puisque ce groupe, il ne représente que 1% du fond marin. Si vous voulez, les récifs coralliens au niveau mondial, ils ne représentent que 1% du fond marin de point de vue surface, bien sûr. Donc c'est une valeur qui est très 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 faible et n'est pas significative. Cependant, ces récifs coralliens, ils abritent le tiers des espèces marines. Le tiers des espèces marines vivent dans ces récifs coralliens. Les poissons, les mollusques, les différentes espèces marines prennent l'abri à l'intérieur de ces récifs coralliens, d'où l'importance. C'est le lieu également de l'éclosion du 25% ou du quart des espèces marines, poissons, les céphalopodes et autres. Donc c'est un groupe qui est, de point de vue répartition sur le fond marin, n'a pas d'importance, mais il a une très grande importance comme abri des espèces marines, et il a une très grande encore importance comme lieu de reproduction des espèces marines en général. Donc l'importance de ces récifs coralliens, elle est vraiment gigantesque. La systématique.
Que peut-on dire au niveau de la systématique de ce groupe? Et la classification, il dépend de quoi? La classification de ce groupe, il dépend du cycle de vie. Dawrat al-hayat. Ça veut dire que, est-ce que au niveau du cycle de vie, c'est la forme polype qui est prédominante? Est-ce que la forme méduse est prédominante? Ou est-ce qu'il y a un équilibre entre les deux formes de vie, bien sûr au niveau du cycle biologique? Donc on va distinguer, pour simplifier les choses, 3 groupes. Le groupe des ontozoaires, dont le cycle de vie, il est sous forme polype, comme vous voyez ici l'anémone. Donc, ontofixes, zoaires sont des animaux fixes. Le groupe des scyphozoaires, dont le cycle de vie elle est en prépondérance méduse. Donc on forme libre. Et enfin, le dernier groupe, c'est le groupe des hydrozoaires. C'est un groupe qui est caractérisé, si vous voulez, par un cycle biologique équilibré entre la phase méduse et la phase polype. Le cycle de vie, vous le voyez à ce niveau-là. La méduse, c'est la forme de reproduction sexuée qui libère donc après fécondation entre les ovules et les spermatozoïdes. Elle libère un œuf. Cet œuf, il se dépose sur le fond marin ou bien il donne le stade larvaire planula. Ce stade planaire se fixe sur le fond marin et il donne un polype. Ce polype, il va générer des méduses immatures et ils vont donner par la suite des méduses adultes. Donc la systématique du groupe des cnidaires, elle dépend de ce groupe des hydrozoaires, elle dépend de la forme des polypes et du nombre de tentacules. Donc en gros, 3 groupes, ontozoaires, hydrozoaires et scyphozoaires. 3 classes, ontozoaires, scyphozoaires, hydrozoaires. C'est des schémas très clairs de ce groupe des cnidaires, ontozoaires fixes, polypes, scyphozoaires, méduses libres, hydrozoaires, les 2 phases, phase fixe et phase mobile. On va commencer par les ontozoaires. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ce sont des formes de cnidaires polypes fixes pendant tout le cycle de vie. On les appelle également des animaux fleurs, comme les animaux de mer, les coraux et les gorgones. Ce sont des animaux donc, qui ont l'aspect de fleurs, ce ne sont pas des fleurs. Bien sûr, il n'y a pas de photosynthèse, donc ce sont des animaux. Et ils constituent les coraux et les anémones. À l'intérieur de ce groupe des ontozoaires, on va distinguer le groupe des octocorallières alcyonnaires avec une symétrie d'ordre 8. Octo, c'est 8. Des gorgonaires, alcyonnaires dans ce cas-là, gorgonaires dans ce cas-là,
rouge, et le groupe des hexacorallières actinaires avec une symétrie d'ordre 6. Hexa, ça signifie 6. Vous voyez ici les hexacorallières sérientaires, actinaires, sérientaires, les hexacorallières madrépolaires, donc 3 familles des hexacorallières. Et la classification de ce groupe et les fonctions du nombre de tentacules que vous voyez là. Le deuxième groupe, c'est le groupe des Scyphozoaires. La classe des Scyphozoaires, c'est une classe, comme on a dit tout à l'heure, dans le cycle biologique, elle est exclusivement sous forme de méduse ou planctonique. Scyphozoaire égale méduse. Et c'est Scyphozoaire, donc la phase méduse, elle est vraiment prédominante, alors que la forme polype, elle est vraiment très réduite. Vous voyez des méduses dans ce cas-là, des Scyphozoaires, des méduses qu'on observe généralement en mer ou à la plage, pendant l'été, voire même en hiver. Il y a des échouages des méduses sur la plage avec les vagues. La Pelagia noctiluca, c'est l'exemple qui est très connu chez nous au Maroc, notamment en Méditerranée, et qu'on observe souvent sur la plage lorsqu'il fait très chaud pendant la saison estivale. Et vous voyez à ce niveau-là que des gonades à une couleur foncée, une couleur un peu violet. Parfois, il y a vraiment de grandes quantités de ces méduses Pelagia noctiluca libérées sur les plages. Ici une photo de cette méduse. Voici les inflammations dues à ces piqûres de ce Pelagia. Donc si vous voulez, les cnidocytes ou les cellules urticantes qui existent dans les filaments ou les tentacules de cette méduse, elle pique les estivants et entraîne des inflammations qui peuvent parfois être dangereuses. Les Scyphozoaires, comme j'ai dit, la phase méduse est prédominante. Et enfin, le dernier groupe, c'est le groupe des hydrozoaires. Donc, au niveau de ce groupe-là, on peut dire que le cycle biologique, il est à moitié méduse, moitié polype. Il y a un certain équilibre dans le cycle biologique des hydrozoaires. Chez ce groupe, on distingue les adultes coloniaux sous forme de méduse ou polype. Le cycle de développement avec alternance entre la phase polype et la phase méduse. C'est la phase sexuée qui correspond à la méduse. À ce niveau-là, donc, on observe un individu adulte qui va libérer des méduses. Les méduses, à leur tour, libèrent, il y a des méduses mâles et des méduses femelles. Ils libèrent les spermatozoïdes par les mâles et les ovules par les femelles. Fécondation, formation de la larve planula. Cette larve va générer un individu jeune, juvénile, au niveau du fond marin, et par la croissance, on va passer à des stades jeunes et les stades adultes
comme vous voyez dans cette forme adulte du cnidaire concerné hydrozoaire. Des photos très claires des hydrozoaires. Donc des formes polypes des hydrozoaires à ce niveau-là, forme polype et forme méduse des hydrozoaires. Donc en conclusion, on peut dire qu'on a trois classes: ontozoaires, polypes, schifozoaires, méduses, hydrozoaires, ces deux formes, polypes et méduses. Des schémas qui montrent le groupe des schifozoaires avec les méduses concernées, les ontozoaires avec les coraux et les anémones, et les hydrozoaires avec l'hydre et l'autre méduse qui est dangereuse à la portugaise, Man of War. Donc l'homme de guerre. Le tableau qui va résumer l'ensemble de ces des caractéristiques des cnidaires. La caractéristique des cnidaires, c'est la présence des cnidocytes ou cellules urticantes. L'habitat uniquement marin. Le cycle de vie, ça peut être en prépondérance polype, prépondérance méduse ou un équilibre entre les deux phases polype et méduse. La reproduction asexuée se réalise par bourgeonnement. Vous voyez ici, le bourgeonnement, c'est analogue à celui qu'on a vu tout à l'heure des spongiaires. Donc au niveau de l'individu, il y a un bourgeon qui sort de l'animal au niveau basal. Il grandit davantage et il se détache et se dépose sur le substrat pour générer un individu complet. La reproduction sexuée se fait de la manière suivante. On a des méduses mâles et des méduses femelles. Les méduses mâles libèrent les spermatozoïdes, les méduses femelles libèrent les ovules. Fécondation dans l'eau marine, génération d'une larve planula, ensuite évolution sur le substrat en jeune et par la suite l'adulte. Ici, très clairement, le cycle biologique. Donc, on observe des gamètes mâles à ce niveau-là, des gamètes femelles à ce niveau-là. Donc, les deux types de méduses, mâles et femelles. Libération des spermatozoïdes et des ovules, fécondation, formation de la larve planula, dépôt sur le substrat, génération d'un polype, libération par la suite, lorsque l'animal atteint le stade adulte, de la méduse juvénile, croissance de la méduse et atteinte du stade adulte, femelle et mâle. Et ainsi de suite, le cycle biologique est fermé. La classification des cnidaires, elle dépend du cycle de vie, comme on a dit. Les trois classes sont les ontozoaires, les hydrozoaires et les schifozoaires. Les ontozoaires sont caractérisés par la présence d'un cycle biologique exclusivement polype. Les schifozoaires par le cycle biologique exclusivement méduse. Les hydrozoaires avec un certain équilibre entre les deux phases polype et méduse. Les ontozoaires sont subdivisés à leur tour en deux groupes, les octocorallières et les hexacorallières, en fonction de la symétrie. Est-ce qu'elle est d'ordre 6 ou est-ce qu'elle est d'ordre 8?
les scyphozoaires uniquement méduses, les hydrozoaires avec les deux groupes. Donc, si vous voulez encore détailler davantage ce groupe-là et la classification des spongiaires et des cnidaires, vous pouvez vous référer à plusieurs liens au niveau du net ou de l'Internet. Et merci pour votre attention.